Ne vous êtes-vous jamais demandé, à une époque où la peste sévissait et où les vies valaient moins que poussière, s'il existait une profession qui, bien qu'universellement méprisée et mise au ban par la société, était paradoxalement jugée indispensable? Elle oscillait entre l'ombre et la lumière, se drapant entre crainte et nécessité. Ce soir, nous plongerons doucement dans une ère oubliée du Moyen-Âge pour faire l'expérience de la vie silencieuse d'un bourreau. S'il vous plaît, fermez doucement les yeux, laissez vos pensées s'envoler avec ma voix grave, traversant lentement le temps et l'espace pour explorer cette destinée lourde et solitaire. Que tout, au sein de ce récit doux, s'endorme paisiblement peu à peu. En matin ordinaire, vous naissez dans une maison de torchis qui grince. Félicitations, vous êtes le dernier-né d'une fière lignée de bourreaux. Alors que d'autres nourrissons sont emmaillotés de lin doux, destinés à devenir boulangers, bouchers ou, si la fortune leur souriait, moines, vous êtes déposés doucement dans un berceau, à côté d'une pierre à aiguiser usée et d'une lourde hache. Ce que vous agitez n'est pas un hochet ordinaire, c'est votre destin déjà tracé. Au Moyen-Âge, bourreau n'était pas un métier pour lequel on soumettait une candidature au conseil de ville. C'était un héritage, tel un bien familial maudit de génération en génération, acquis dès la naissance. Si votre père était le bourreau, vous étiez, sans conteste, le prochain sur la liste. Votre chemin était déjà tracé, vous menant inéluctablement à ce billot froid et robuste. Dès l'instant où vos petites jambes purent vous porter, les villageois jetaient des regards méfiants. Les autres enfants s'éparpillaient comme des lapins effrayés lorsque vous apparaissiez au puits. Les adultes baissaient la voix, chuchotant des secrets qui, de toute évidence, vous concernaient comme si vos menottes étaient déjà symboliquement trempées de sang. Vous grandissez dans une maison où les conversations à table portaient moins sur comment s'est passée ta journée, mon chéri, et plus sur combien de coups pense qu'il faut pour que ce soit propre. Vos jouets d'enfance pouvaient inclure des potences miniatures, et vos histoires du soir mettaient en scène des phrases comme écartèlement au lieu de vécurent heureux pour toujours. Ce n'était pas seulement la nature du travail, mais la réputation qui vous précédait. Vous auriez pu être l'enfant le plus gentil, le plus lettré, le plus doux de voix de tout le royaume. Pourtant, les gens vous auraient traité comme si vous vous glissiez secrètement dans les maisons la nuit, murmurant des menaces au poulet. Votre seul nom de famille pouvait vous marquer. Dans certaines villes, des lignées entières de bourreaux étaient désignées, suivies, et parfois même interdites d'entrer dans les églises, les boulangeries ou les bains publics. Hygiène et salut, pas pour vous. Pourtant, ironiquement, vous ne seriez peut-être jamais vraiment intimidé. Personne n'osait affronter l'enfant du bourreau. La peur était palpable. Vous n'étiez peut-être pas aimé, mais vous étiez absolument respecté de la même manière qu'on respecte un orage soudain ou un couteau très aiguisé. Alors, bienvenue dans votre vie. Vous n'avez pas demandé cela, mais c'est la vôtre maintenant, pour toujours. En tant que bourreau médiéval, vous étiez la contradiction vivante de la société. Vous exécutiez la tâche que nul n'osait toucher, et en retour, vous receviez le silence, la suspicion, et parfois une bénédiction terrifiée de loin. On vous parlait comme à un puits hanté utile en cas de crise, mais profondément dérangeant le reste du temps. Besoin de faire éviscérer quelqu'un publiquement. La ville vous appelait. Besoin d'une invitation au banquet de mariage d'une fille. Pas la moindre chance. Vous étiez la solution finale à tout problème que le shérif préférait ne pas avoir sur la conscience. Pourtant, une fois l'acte accompli, et la tête roulant dans le foin, chacun se souvenait soudain d'avoir un autre endroit où aller, généralement n'importe où saut à vos côtés. Dans les registres judiciaires, on vous appelait la lame de la justice. Dans les commérages de taverne, vous étiez ce type étrange qui parle sans doute au crâne. Vous pouviez sauver un enfant de la noyade, et quelqu'un chuchoterait encore « Oui ». Mais combien de personnes a-t-il coupé en deux? Pour eux, vous étiez à la fois châtiment et paranoïa, un rappel vivant et respirant que la loi avait des danses grandes, assez républiques. Et ne prétendons pas que ce n'était que les paysans. Même les nobles détournaient le nez. Ils vous payaient en argent et se tapaient sur l'épaule pour avoir fait respecter la justice. Mais vous ne seriez jamais invité à dîner dans leur salle, à moins que ce ne soit pour démontrer la bonne forme de la hache entre les plats. Pire encore, si quelque chose tournait mal, disons, vous bâcliez une exécution
où quelqu'un devenait écoré en pleine torture, c'était votre tête sur le billot verbial, et peut-être littéral. La même foule qui avait applaudi votre dernière performance se retournerait contre vous plus vite qu'un poulet effrayé. Vous n'étiez pas un homme, vous étiez un outil. Et tout le monde prétendait que vous n'existiez pas à moins qu'ils aient besoin de faire enlever violemment quelque chose. Alors oui, la ville avait besoin de vous, mais il préférait que vous passiez par la porte de derrière, que vous portiez une cagoule et que vous partiez avant le lever du soleil. Alors que d'autres garçons apprenaient à labourer les champs, à ferrer les chevaux, ou s'ils étaient particulièrement bénis à lire, votre éducation était plutôt plus spécialisée. Vous n'étudiez pas les écritures ou les techniques de couture. Vous appreniez à sectionner des épines d'orsana, d'orsol, counet. Bienvenue à votre apprentissage d'enfance, où la précision n'était pas une option, et l'échec ne coûtait pas seulement des vies, il ruinait votre réputation avant même que vous n'en ayez une. Votre père, ou quelques bourreaux plus âgés grisonnants, avec des bras comme des troncs d'arbres, vous enseignait l'art sacré de ne pas faire d'erreur devant une foule. Car si tout le monde feignait la haine pour ce que vous faisiez, il jugerait absolument votre forme, votre jeu de jambes et votre finition, comme s'il s'agissait des Jeux olympiques médiévaux. Votre programme incluait les techniques de coupe, car manquer le coup d'un seul pouce transformait la justice en spectacle comique. Vous deviez savoir quels os étaient les plus faciles à fendre et lesquels feraient rebondir votre hache en humiliation publique. Et puis il y avait la prestance scénique car, avouons, chaque exécution était une performance publique. Vous étiez l'acte final, l'événement principal. La raison pour laquelle les gens quittaient leur ferme et amenaient leurs enfants sur la place du village. Pensez-y comme à un dîner-spectacle, mais au lieu du dessert, il y avait le démembrement. Pas de mannequin d'entraînement, à moins de compter l'occasionnelle carcasse de porc, où le rebelle est extrêmement malchanceux. La majeure partie de ce que vous appreniez était sur le tas, et soyons honnêtes, tout le monde se souvenait de votre première fois, surtout si cela ne s'était pas bien passé. Surtout si vous vous figiez ou trembliez ou, Dieu nous en préserve, donniez plus d'un coup. Rien ne vous hantait comme un criminel à moitié décapité et une foule impatiente. Vous étiez entraîné à être calme, efficace, inébranlable, mais personne ne vous apprenait à gérer. Pas de service des ressources humaines médiévales, pas de congé de stress, pas de parchemin de bien-être, comment ne pas penser aux têtes coupées, vous aiguisiez simplement votre lame, ravaliez votre culpabilité et vous prépariez pour la prochaine performance. Et que receviez-vous sans retour de votre expertise haftée létale? Pas l'admiration, pas la gratitude, juste le silence. Peut-être quelques pièces supplémentaires et l'odeur persistante de la mort sur vos vêtements et votre âme. Vous n'étiez pas seulement entraîné à tuer, vous étiez entraîné à porter son poids en silence. Imaginez ceci, c'est un matin ensoleillé, la place du marché grouille d'activité. Les boulangers vendent du pain qui sent vaguement bon. Les forgerons martèlent avec une confiance impressionnante, et le boucher agite avec enthousiasme un couperet. Tout le monde crie les prix. Commère vit sa petite vie médiévale. Puis vous apparaissez. La foule se sépare comme si vous portiez la peste dans une main et une tête coupée dans l'autre. Et pour être juste, parfois vous le faisiez. Même lorsque vous étiez simplement là pour acheter des navets, les gens s'éparpillaient comme des rats devant une torche. Voyez-vous, les bourreaux étaient souvent interdits ou fortement découragés d'entrer même sur les marchés publics. Dans certaines villes, vous deviez attendre après les heures d'ouverture pour acheter de la nourriture. Dans d'autres, vous aviez votre propre coin de honte, où les vendeurs laissaient vos marchandises à récupérer, comme une sorte de Dordas médiéval maudit. Pourquoi? Parce que, apparemment, l'homme qui gérait les mises à mort légales était d'une certaine manière trop impur pour toucher un radis. Si vous osiez vous mêler aux gens ordinaires, cela devenait rapidement gênant. Les marchands saisissaient vos pieds avec des pinces, ou pire, les refusaient purement et simplement. Vous pouviez tenir de l'argent propre, et ils agiraient comme si vous leur aviez tendu un scorpion vivant trempé dans la culpabilité. Oh, non, pas de votre part, brave homme. Nous n'avons plus de choux aujourd'hui. Les enfants étaient tirés en arrière. Des signes de croix étaient faits. Une poissonnière particulièrement dramatique cracherait chaque fois que vous passiez-vous juste assez près pour que ses sentiments soient parfaitement clairs. Toucher les marchandises était une affaire risquée. Si vous preniez un pain, personne d'autre n'en voudrait.
Si vous effleuriez ne serait-ce que les pommes, toute cette caisse pourrait être jetée dans un fossé par pure panique spirituelle. En seul contact de vos doigts de bourreau maudits, et c'était bien trop interdit. Finalement, la plupart des bourreaux apprenaient à envoyer quelqu'un d'autre faire leurs courses si possible, un parent, un serviteur soudoyé, n'importe qui avec une aura moins dérangeante, quelqu'un dont les mains ne sentaient pas légèrement la justice brûlante. Et ainsi, vous vous retiriez à nouveau vers votre demeure solitaire, votre approvisionnement alimentaire privé, votre mode de vie de plus en plus asocial. Car même lorsque vous n'étiez pas en service, la ville se souvenait toujours de qui vous étiez et il préférait vraiment que vous ne touchiez pas le fromage. Félicitations, vous aviez votre propre demeure. Malheureusement, elle n'était pas en ville, pas même proche. Votre nouvelle adresse était au-delà de la porte nord, après les gibets, près des sangliers. En tant que bourreau médiéval, vous ne receviez pas seulement un accueil glacial, vous subissiez un bannissement par décret d'exclusion. Vous n'étiez pas autorisé à vivre à l'intérieur mur de la ville avec les gens normaux. Au lieu de cela, votre résidence se situait entre une cabane d'ermite et un avant-poste hanté. Vous étiez moins un membre du village qu'un péager de forêt désagréable. Il y avait une raison à cela, bien sûr une combinaison de superstition, de religie et du hypocrisie tenace. Les mêmes gens qui vous engageaient pour manier une hache à Zenneur ne voulaient pas risquer que votre énergie prétendument maudite se répande dans le quartier à Nesneur. Votre maison était généralement située près des lieux d'exécution, car c'était pratique. Pratique pour qui exactement restait flou, certainement pas pour vous. Vous viviez dans l'ombre de votre travail, littéralement. Les gibets grinçaient au vent. Des corbeaux vous observaient comme si vous étiez le prochain. Parfois des cadavres pendaient encore en vue de votre table petit déjeuner. Bon appétit. L'endroit lui-même, c'était le vôtre, techniquement un cadeau de la ville, ce qui, au Moyen-Âge, signifiait on a jeté du bois dans un champ et dit bonne chance. Pleine de courants d'air, humide et merveilleusement isolée, votre maison était peut-être la seule de la chrétienté avec un paillasson qui disait abandonner tout espoir, vous qui entrez ici. Non pas pour les visiteurs, mais pour votre propre estime de soi. Pas de voisins, pas de promenade décontractée, pas de marchands de passage, ni de moines itinérants, juste vous, vos outils, et l'occasionnel raton laveur sans notion d'espace personnel. Vous pouviez entendre les cloches de l'église au loin, mais vous n'entendiez pas les rires du marché. Vous étiez assez proche pour servir la ville, mais assez loin ne jamais pour n'y appartenir. Et quand les orages arrivaient, qui se précipitaient pour prendre de vos nouvelles, personne. La ville oubliait votre existence jusqu'à ce que le prochain criminel exige une solution très finale. C'est ainsi que vous viviez hors les murs, un homme à part. Visible seulement lorsque votre présence était requise comme le tonnerre rue menaçant, fonctionnel et mieux apprécié à distance. Ainsi, vous étiez bourreau. Vous viviez hors les murs, votre poignée de main était traitée comme un risque biologique, et vos courses exigeaient une finesse diplomatique. Sûrement, vous pouviez trouver du réconfort en famille, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Eh bien, voilà le fait-il, bourreaux médiévaux avaient des familles, ils avaient juste du mal à en fonder. Voyez-vous, une fois votre profession connue, vos perspectives de rencontre chutaient plus vite qu'un hérétique à travers une trappe. Personne ne voulait épouser l'homme dont la description de poste incluait la phrase « nettoyer les éclaboussures artérielles », le famille respectable verrouille leur porte lorsque vous passiez. Les pères serraient leurs filles plus fort. Même l'ivrogne du village, qui avait jadis demandé une chèvre en mariage, vous regardait et disait truand trop, vous ne trouvez pro. Votre bassin de rencontre finissait donc par être peu profond, très peu profond. Souvent, les seules personnes prêtes à épouser des bourreaux étaient d'autres parias et fossoyeurs, équarrisseurs, lépreux, ou, si vous étiez chanceux, des veuves dont les exigences avaient subi de graves dommages structurels, dîners romantiques aux chandelles. Saillez plutôt des conversations chuchotées dans les ruelles pour que personne ne la voie vous parler. Et si vous réussissiez à vous marier et à avoir des enfants, ils hériteront de votre profession, comme une malédiction cousue dans leur peau. Les fils étaient entraînés dès leur jeunesse à manier l'acier avec une précision chirurgicale. Et les filles? Eh bien, elles portaient le nom, ce qui était généralement suffisant pour être exilées socialement dès l'âge de 6 ans. Ce n'était pas tant une famille qu'un personnel de soutien légalement nécessaire.
Votre famille ne pouvait pas assister au festival, ne pouvait pas marcher ensemble en ville, ne pouvait prétendre être normale ne serait-ce qu'un seul dimanche. Si elle allait à l'église, s'asseyait au fond ou n'y allait pas du tout, car même le salut avait des limites. Et avec le temps, cet isolement prélevait son tribut. Vous aimiez vos enfants sûrs, bien sûr, mais vous leur transmettiez aussi un avenir qui sentait sans et la solitude. L'arbre généalogique ne grandissait pas, il se répétait entre même travail, même honte, même mur invisible entre vous et le reste de l'humanité. Il n'y avait pas de portraits fiers, pas de blasons familiaux, juste une longue lignée de personnes qui portaient des cagoules, non pas pour cacher leur visage, mais parce que le monde n'avait jamais voulu les voir en premier lieu. Vous aviez exécuté vos devoirs littéralement, toute la semaine. Vous aviez coupé des têtes, éviscéré un hérétique ou deux, et peut-être même nettoyé votre lame avec de l'eau bénite par pure anxiété. Sûrement, il était temps de confesser vos péchés, n'est-ce pas, allumer une bougie, dire une prière, prendre un nouveau départ. Eh bien, pas vraiment. Aux yeux de l'Église médiévale, vous étiez quelque part entre le mal nécessaire et une contradiction ambulante. Oui, vous appliquiez la justice divine. Oui, vous serviez l'État et mainteniez l'ordre public. Mais aussi, et c'était important, vous tuiez des gens pour vivre, ce qui, de manière gênante, était un péché. Et ainsi, malgré que vous fassiez le sale boulot de Dieu, vous n'étiez pas exactement le bienvenu dans sa maison. De nombreux bourreaux se voyaient purement et simplement refuser la confession. Certains prêtres n'écoutaient pas, d'autres insistaient pour que vous subissiez un nettoyage rituel avant d'entrer dans l'église, ce qui était délicat car aucune quantité de savon ne lave une réputation. Et ne pensez même pas à recevoir la Sainte Communion. Cela était réservé aux âmes pures. La vôtre était davantage une tâche permanente. C'était une ironie cruelle. Vous tuiez avec l'approbation de l'État, pourtant spirituellement, vous étiez traité comme un homme qui étrangle des chars s'amuser. Même les lépreux, qui avaient au moins une excuse médicale, étaient souvent traités avec plus de compassion. Mariage, pas à l'église. Baptême, peut-être si le prêtre était de bonne humeur et que la moitié de la ville ne le fusillait pas du regard. Funérailles, n'y comptez pas. Certains bourreaux n'étaient même pas enterrés en terre consacrée. Ils recevaient le fossé à l'extérieur des murs du cimetière, un emplacement de choix pour les exilés, les suicidés et ceux qui oubliaient de payer la dîme. Alors, où cela vous laissait-il spirituellement? Nulle part de réconfortant. Vous passiez votre vie entouré par la mort, et pourtant vous n'aviez aucun chemin vers le pardon. Vous ne pouviez pas vous décharger. Vous ne pouviez pas pleurer auprès d'un moine ou allumer un cierge votif pour vos péchés. Au lieu de cela, vous les portiez silencieusement lourdement. Parfois vous buviez, parfois vous criez dans les bois, parfois vous aiguisiez simplement votre lame à nouveau. Même lorsque vous croyiez faire le bien, quand la loi était claire, le procès équitable, vous rentriez chez vous incertain si vous étiez damné par l'homme, par Dieu ou les deux. Parce que même dans un monde où tout le monde péchait, vous étiez celui qui en faisait une profession. Il n'y avait rien de tel que la pression d'exécuter des exécutions devant une foule hurlante. C'était en partie justice, en partie rituel, en partie divertissement public, et vous étiez l'acteur principal. Oubliez les nerfs, oubliez le mauvais temps. La foule ne se souciait pas si votre poignet vous faisait mal, si votre estomac était vide, ou si la hache était un peu émoussée de la double pendaison de la semaine dernière. Ils venaient voir un spectacle, et vous teniez la vedette et la lame. L'objectif était simple, d'un seul coup net. Une décapitation rapide et nette était la norme d'or. Moins que cela, et les murmures commençaient. Manquait d'un pouce, la foule haletait. En second coup, ils gémissaient. En troisième, maintenant ils huaient. Certains riaient. Un enfant se mit juste à pleurer. Quelqu'un jeta un moignon. Et soyons honnêtes, vous le ressentiez aussi, la honte, l'échec, la victime encore frétillante sur le billot, le sang jaillissant de travers, vos bottes collantes de regret. Vous n'étiez pas entraîné pour cette partie les éclates, la psychologique qui provenait de transformer le dernier moment de dernière en une gêne civique. Parfois la hache se coinçait dans l'eau. Parfois le condamné tressaillait à la dernière seconde. Parfois votre main glissait simplement. Et dans ces moments-là, toute votre réputation, et peut-être votre emploi, était en jeu. Car voilà le fait, personne ne se souciait de la difficulté du travail. Il voulait juste que cela ait l'air facile. Les bourreaux étaient censés être cliniques, sans émotion précis.
Si vous hésitiez, vous risquiez de paraître faible, et dans un monde obsédé par la force, la faiblesse était contagieuse, et les rumeurs se propageaient vite. Il a fallu 2 coups, sa main tremblait, le type a souffert, vous deveniez un avertissement, chuchoté dans les files d'attente pour le pain. Ne finissez pas comme cette pauvre rame, au pire, comme le type qui n'a même pas pu finir le travail. Alors vous rentriez chez vous ou récuriez votre lame et reviviez chaque erreur, chaque allaitement, chaque gémissement. Vous le rejouiez jusqu'à ce que votre esprit soit trop fatigué pour continuer à tourner. Et même alors cela persistait, car dans votre monde, la hache ne tombait pas seulement sur le condamné. Elle planait aussi sur vous chaque fois que vous montiez sur cette plateforme. Vous aviez accompli la tâche. La foule avait halté, dévisagé et s'était dispersée. Le condamné était sans tête. La justice était rendue, et la place du village était de nouveau à vendre des choux. Temps de ranger et de rentrer à la maison, n'est-ce pas? Pas même proche. Votre bourreau ne se résumait pas à manier une hache, c'était la partie dramatique, le moment flamboyant. Le reste était bien plus salissant, bien plus silencieux, et bien plus grotesquement sous-estimé. Car quelqu'un devait s'occuper du corps, et surprise, c'était vous. On pouvait vous demander de brûler le corse, de l'enterrer en terre non consacrée, ou de le fourrer dans une tombe peu profonde sous les gibets, l'équivalent médiéval d'une goulotte à ordures. Pas de funérailles, pas de cérémonie, juste le faible espoir que les chiens du quartier ne le déterrent pas, et vous ne receviez ni gants ni savon, ni pause. Vous étiez effectivement le service d'assainissement de la mort, le nettoyeur final du péché, le concierge silencieux de la justice, et personne ne vous remerciait. Un fait. Les mêmes personnes qui avaient applaudi l'exécution vous évitaient encore plus durement, car vous sentiez les cendres et les entrailles. Il y avait aussi les petits boulots annexes qui torturent, c'était votre affaire. Marquez les criminels au fer rouge, encore vous. Mise en scène d'humiliation publique, vous étiez l'homme au marteau et au clou. Parfois, il vous faisait même fouetter quelqu'un tout en lisant les écritures à voix haute, multitâche traversant une crise morale. Oh, et si un noble exigeait la discrétion, devinez qui nettoyait le désordre du noble sans aucun témoin et avec la certitude que si quelqu'un parlait, il serait le prochain? Bourreau de titre, oui, mais par fonction, vous étiez le technicien horizéphique tout usage de la société médiévale. Quand les foules disparaissaient, les prêtres se taisaient, et les scribes de la cour retournaient à leur parchemin, vous restiez en arrière. Vous terminiez le travail que personne d'autre ne pouvait supporter. Pour toute la peur, la révulsion et l'angoisse existentielle enveloppant votre rôle, être bourreau venait avec un avantage indéniable, vous étiez payé. À fait, vous étiez souvent payé plus que le paysan moyen, parfois bien plus. Exécution, séance de torture, devoir de démembrement, tout cela venait avec une bourse bien garnie d'argent. Ajoutez-y des pots de vin pour une discrétion supplémentaire ou pour que ce soit rapide, et vous pouviez même vous retrouver avec le genre d'argent qui rendait les boulangers envieux. Mais voilà le hic, vous ne pouviez pas le dépenser comme une personne normale. Vous entriez dans une taverne avec une bourse tintante, et soudain la pièce devenait très silencieuse. Le tavernier vous versait votre bière, puis essuyait le comptoir comme si votre présence était une tâche. Vous lui donniez un pourboire double, il ne vous regardait toujours pas dans les yeux. Vous alliez acheter une nouvelle tunique, et le tailleur vous remettait le produit fini avec des pinces. Les pièces que vous lui donniez étaient réelles, mais pour lui, c'était de l'argent du sang maudit. Il marmonnait comme si l'argent allait le mordre. Et Dieu vous en préserve d'essayer de faire la charité. Une fois, vous avez tenté de faire un don à l'église, ils ont pris le don, puis l'ont utilisé pour payer quelqu'un d'autre afin de nettoyer les saintes reliques juste au cas où. Bien sûr, vous pouviez accumuler des richesses. Vous pouviez même construire une petite maison avec de vrais meubles, rares pour votre classe. Mais l'ironie plus vous gagniez, plus vous deveniez isolé. Vous étiez riche, oui, mais riche comme un dragon thésaurisant de l'or dans une grotte seul et craint. Les gens supposaient que l'argent compensait la stigmatisation, qu'une bourse lourde équilibrait une conscience lourde. Mais l'or ne faisait pas taire les cauchemars. Il ne nettoyait pas le sang de votre mémoire ni ne vous rachetait votre humanité. Il restait là, truffroid, brillant, inutile pour ce qui comptait. Vous n'achetiez pas la paix avec de l'argent moyen-âge, vous achetiez le silence. Vous achetiez l'espace. Vous achetiez le droit de boire seul à une table de coin sans qu'on vous dise de partir.
Et au fond, vous saviez la vérité. Chaque pièce que vous portiez était achetée avec le dernier souffle de quelqu'un d'autre. Telle était la monnaie de votre vie, et aucune somme ne rachetait jamais le pardon. Dans une ville de peut-être quelques centaines de personnes, tout le monde savait qui vous étiez. Il connaissait votre nom, votre maison, vos pas, votre métier, et surtout votre ombre. Si lui chuchotait-il? Le bourreau murmurait-il à votre passage? Ils tiraient leurs enfants près d'eux, comme si vous pouviez accidentellement décapiter quelqu'un en pleine marche. Et pourtant, malgré cette reconnaissance généralisée, personne ne vous connaissait vraiment. Vous pouviez avoir une chanson préférée, un souvenir d'enfance, une main étonnamment habile pour la sculpture sur bois, mais cela n'avait pas d'importance. Toute votre identité était réduite à un seul rôle, il a l'âme. Les gens ne vous voyaient pas, ils voyaient ce que vous faisiez. Vous étiez une description de poste vivante, même lorsque vous n'étiez pas en service, juste en train de marcher pour acheter des oignons. Les gens traversaient la rue comme si vous étiez contagieux. Personne ne demandait comment vous alliez. Personne ne demandait si le travail pesait sur vous, parce qu'ils avaient déjà décidé que vous ne ressentiez rien. Pour eux, vous n'étiez pas un homme avec des doutes ou des regrets, vous étiez la hache sur patte. C'était une étrange dualité trivousier connue de tous, pourtant pleinement compris par personne. Vous étiez présent dans chaque sentence de tribunal, chaque histoire du soir chuchotée, chaque leçon de morale murmurée aux enfants mal élevés, mais jamais vraiment invités dans le monde que vous serviez. Quand vous entriez dans la taverne, les voix se taisaient. Quand vous partiez, elles reprenaient. Vous entendiez des rires, mais jamais avec vous, toujours après votre départ. Il n'y avait pas de comment s'est passée votre journée, pas de tenez-vous le coup, pas de souhaitez-vous que ce soit différent. Si vous parliez trop, vous étiez dérangeant. Si vous ne disiez rien, vous étiez froid. Si vous souriez, c'était le pire, c'était effrayant. L'homme qui maniait l'épée ne devait jamais sourire, et ainsi, avec le temps, vous jouiez le rôle. Vous deveniez la figure qu'il croyait déjà que vous étiez sombre, silencieux et taillé dans la pierre. Vous avez appris à rester immobile, à hocher la tête, à vous effacer, car si tout le monde en ville connaissait votre nom, pas un seul d'entre eux ne vous connaissait. Vous étiez un mythe avec un poule, un fantôme nécessaire, familier dans sa fonction, étranger en tout le reste. Après une longue journée de démembrement, de bottes tachées de sang et d'un aimable traumatisme public, vous rentriez enfin chez vous, dans votre charmante petite cabane hors les murs, entourée de silence et d'une légère odeur de fer. Vous retiriez votre cape, déposiez votre hache, vous assiiez au bord de votre matelas de paille, et tentiez d'être à nouveau humain. Mais les cauchemars attendaient déjà. Vous vous couchiez et fermiez les yeux, et ils étaient là, lus le visage. Ni héroïques, ni scélérates, juste des gens. Certains hurlaient, certains pleuraient, certains murmuraient des prières avec des lèvres tremblantes. Certains vous regardaient droit dans les yeux comme pour dire « vous savez que c'est mal ». Et les pires rient ceux qui ne disaient rien du tout, les calmes, les résignés. Ceux qui acceptaient leur sort plus vite que vous n'auriez jamais pu. Vous reviviez chaque coup, vous sentiez chaque os craquer, vous entendiez les halètements de la foule, son dégoût, son délice. Vous voyez les corps tombant au ralenti, comme des marionnettes tragiques dont les filles ont été coupées. Il n'y avait pas d'échappatoire, ni dans le sommeil, dans le silence, ni dans la boisson. Croyez-me, vous aviez essayé. Vous commenciez à sursauter aux sons quotidiens et le cliquetis du bois de chauffage, claquement d'une corde, le grincement des escaliers en bois, autant de rappels, autant d'échos. Et vous n'oubliez jamais ceux que vous aviez bâclés, la lame qui avait hésité, la coupe qui était allée de travers, le gémissement de Suandequin qui était censé mourir plus vite. Vous portiez cela. Personne ne prenait de vos nouvelles. Il n'y avait pas de conseiller médiéval pour un trouble de stress post-décapitation. Vous n'écriviez pas de lettres. Vous ne pleuriez pas en public. Vous fixiez le feu et espériez que votre âme ne s'engourdissait pas complètement avant que vos mains ne le fassent, parfois. Par tard dans la nuit, vous vous demandiez « Treux et s'ils étaient innocents ?» Et si la justice s'était trompée? Et si je m'étais trompé? Mais vous connaissiez déjà la réponse. Cela n'avait pas d'importance. Car la sentence s'était prononcée. La foule rassemblée lâche tombait, et les cauchemars restaient. Vous étiez entraîné à tuer, pas à pleurer, mais vos rêves n'avaient pas reçu l'information. Alors vous vous réveillez avec les poings serrés, les tempes douloureuses,
et du sang qui ne s'effaçait pas, parce qu'il n'était plus sur vos mains, il était dans votre tête. Ce que personne ne vous disait quand vous deveniez bourreau, c'est que vous ne preniez pas votre retraite. Il n'y avait pas de festin d'adieu, pas de pension, pas de hache dorée montée sur une plaque. Vous commenciez un jour à trembler, ou à rater votre coup, ou à rêver trop fort, et la ville commençait à chuchoter, non pas avec sympathie, non pas par souci pour vous, mais par souci d'efficacité. Parce que pour eux, vous n'étiez pas un homme, vous étiez un mécanisme, une pièce mobile dans la machine de la justice. Tant que la lame était affûtée et le coup stable, ils hochaient la tête de loin et prétendaient que vous n'existiez pas. Mais au moment où vous hésitiez, à l'instant où vos mains tremblaient sur le billot, ou que vous preniez une seconde de trop avec la corde, la machine grinçait, et ils le remarquaient tous. Soudain, vous étiez un problème, une responsabilité, non pas parce que votre âme se désagrégeait, mais parce que vous perturbiez le spectacle. La foule ne venait pas voir la culpabilité, elle venait voir la compétence. Alors la ville entamait sa transition silencieuse. Peut-être un homme plus jeune, votre apprenti, votre fils, votre cousin éloigné, commençait à gérer des plus petites, un fouet ici, un fer rouge là, puis une pendaison. Personne ne vous disait que vous aviez été remplacé, vous receviez simplement moins de sollicitations. Les pièces se faisaient plus rares. Les regards passaient de la peur à une légère pitié, le genre de pitié le plus dangereux, parce que cela signifiait qu'il n'avait plus besoin de vous. Et quand vous fûtes enfin oublié, ce ne fut pas par accident, ce fut par conception. Vous vous effaciez dans votre cottage hors les murs, vos outils rouillant à vos côtés. Vos mains, jadis fortes et précises, tremblaient maintenant quand vous souleviez une cuillère. Vos genoux vous faisaient mal d'une vie entière passée à genoux devant le billot. Et personne ne venait vous rendre visite. Votre nom devenait une note de bas de page inconfortable dans la mémoire du village. Vous vous souveniez du vieux, comment s'appelait-il? Celui avec la hache, ah oui, n'est-il pas devenu fou? Et quand vous mourtez enfin, probablement seul. L'église n'était toujours pas sûre de vous enterrer à l'intérieur de la porte ou de simplement vous laisser sous un arbre quelque part. Parce qu'en fin de compte, vous ne faites jamais partie de la ville. Vous étiez un service, et les services, une fois usés, sont discrètement mis de côté. Au début, le travail avait un sens. Les condamnés étaient des voleurs, des meurtriers, des hérétiques. Vous étiez le bras de la loi, le tranchant de la justice. Vous ne posiez pas de questions, vous écussiez efficacement, publiquement, sans hésitation. Mais à mesure que les années passaient, et que le billot devenait glissant à force de répétition, quelque chose commençait à démanger sous la surface de votre certitude. Cela commença petit oui. Un homme condamné pour avoir volé un pain. Il avait 5 enfants, aucune défense, juste la faim. Puis une femme accusée de sorcellerie parce qu'elle marmonnait des prières dans la mauvaise langue. Vous voyez la peur dans ses yeux, la confusion absolue alors que le nœud coulant glissait sur son cou. Et puis les nobles, ceux qui ordonnaient des morts, non pas par culpabilité, mais par politique terre, jalousie ou le besoin de faire disparaître quelqu'un. Vous commenciez à réaliser que vous n'enterreriez pas seulement des criminels, vous enterreriez des secrets. Le billot du bourreau devenait un filtre qui éliminait les gênants, les pauvres, les impuissants. Et vous étiez le tampon final, celui qui rendait la chose irréversible. Vous vouliez croire en la loi, en la structure, en le bien et le mal. Mais les voix qui déclaraient jadis la culpabilité avec tant de confiance résonnaient maintenant creux. Vous aviez entendu la foule acclamer mère, tandis qu'un homme criait. Vous aviez vu des magistrats échanger des regards comme des marchands marchandant une âme. Et on vous disait toujours, ce n'est pas à vous de juger. Vous ne faites qu'exécuter la sentence. Mais que se passait-il quand la sentence était fausse? Il n'y avait pas de place pour demander, pas de confessionnal, pas de forue. Vous vous assiiez seul la nuit, aiguisant votre lame, vous demandant combien de vies avaient été brisées parce que quelqu'un avait besoin d'envoyer un message. Et vous ne pouviez rien dire, non seulement parce que c'était dangereux, mais parce que qui vous écouterait? Vous étiez le bourreau, personne ne croyait lier l'homme qui portait la cagoule. Vous n'aviez pas d'opinion, vous aviez des ordres. Alors vous enterrâtes la justice, un coup à la fois, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous le deviez. Parce que dans ce monde, la vérité était un luxe, et vous n'étiez que le balai qui la balayait sous l'échafaud. Et le pire,
Vous commenciez à penser que vous n'étiez jamais l'épée de la justice, juste son fossoyeur. Vous passâtes votre vie à servir, non la gloire, non l'or, pas même la justice, juste un devoir. Le genre sombre macabre, dont personne ne parlait qu'au festin. Et quand votre fin arriva enfin, elle ne fut pas dramatique, pas de mots finaux poétiques, pas de famille réunie à votre chevet, juste une toux qui ne s'en allait pas, une lente défaillance dans un lit rempli de paille qui sentait encore faiblement le fer et la corde humide. En dernier souffle, et c'en était fait. Aucune cloche ne sonna, aucun prêtre ne se précipita à votre chevet. Personne ne pleura. Votre corps fut trouvé par un garçon du quartier, ou peut-être pas trouvé du tout avant que l'odeur ne devienne un problème. Le clerc de la ville nota à votre décès d'une ligne griffonnée au dos d'un registre fiscal, trou bourreau décédé remplaçant en attente. Il n'y eut pas de cortège funèbre, pas de pierre tombale sculptée. Peut-être un marqueur en bois, si quelqu'un s'en souvenait, mais il ne durerait pas l'hiver. Vous ne fûtes pas enterré dans le cimetière, bien sûr. Vous fûtes déposé en terre hors les murs, les mêmes portes que vous n'aviez jamais été autorisé à franchir de votre vivant. Les bourreaux, après tout, étaient impurs, souillés, utiles, jetables. Vous étiez celui qui en avait enterré des centaines, et pourtant personne ne vous enterra vraiment. La ville passa vite à autre chose. Il y avait toujours une autre lame, un autre fils, un autre pauvre âme qui héritait du métier comme une malédiction enveloppée dans la tradition. Dans les années à venir, on parlerait de vous par fragments. Celui qui a décapité ce baron, vous vous souvenez. Celui qui buvait seul et ne regardait jamais personne dans les yeux. Ou pire, comment s'appelait-il déjà? Votre héritage n'était pas des histoires, ni des enfants, ni la paix, c'était le silence. C'était l'absence. C'était l'espace que vous remplissiez dont personne ne voulait parler. Et peut-être cela était-il approprié. Vous aviez passé votre vie à vous assurer que les coupables fussent oubliés. Vous ne réalisiez simplement pas que vous seriez oublié avec eux. Alors, en fin de compte, votre mort reflète à votre vie. Nécessaire, mais jamais pleurée. Parce que dans la société médiévale, vous n'étiez jamais censé être souvenu. Vous étiez censé être enduré. Et maintenant, vous ne l'étiez enfin plus.